la presse est là. Je crois que c'est le bleu. Mais alors maintenant, on vous voit partout avec le petit robot, Montebourg, etc. Je suis juste obligé, je vais vous laisser faire votre présentation tout seul, mais de réagir parce que voilà, Nadia est venue vous voir. Qu'est-ce que ça vous fait d'être comme ça? D'être noir? D'être noir, voilà, oui, parce que moi, je sais pas. Par exemple, moi, vous voyez, c'est pas du racisme, mais je suis blanc. Ah bon? Eh, Ah bon? non, sur cette représentation, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous dites qu'on a 30 ans de décalage ou pas? Parce que là, on va vite voir que dans votre parcours, ce qui compte, c'est pas votre couleur de peau. Ce qui compte, c'est que vous avez 10 ans d'avance sur des technos. Mais si je le dis, c'est parce que vous ne le rappellerez pas forcément vous, parce que vous êtes un peu modeste, mais il vous est arrivé la même mésaventure qu'à Nadia, alors que vous aviez 10 ans d'avance. C'est que quand vous êtes venu présenter votre projet, aucun fonds français vous a soutenu, et que c'est une multinationale américaine qui vous a scouté en voyant que peut-être ce mec avait quelque chose à avancer. Est-ce que la France a un problème avec sa diversité, y compris dans l'entrepreneuriat? Parce que là, c'est un gros sujet. Je crois qu'effectivement, on est sur une espèce de cheminement, les choses s'améliorent, elles prennent toujours plus de temps qu'on ne le souhaiterait. Euh, Moi, je fais partie des gens qui pensent que la couleur de peau, c'est à la fois essentiel et à la fois, je dirais, complètement anecdotique. Donc je suis noir, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, de ce que je suis. Et en même temps, je ne me suis jamais défini au travers de ma couleur de peau. Donc voilà, je me sens à la fois concerné et en même temps pas concerné par ça, parce que je ne me définis pas au travers de mon appartenance ethnique ou ce genre de choses. Ça me va parfaitement comme réponse. Bertin Naum, indifférent en différence, et qui va vous présenter sa petite pépite. Bon, écoutez, bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je suis très heureux d'avoir été invité à cette magnifique présentation, réunion. J'ai entendu vraiment des présentations d'une énergie, d'une inventivité extraordinaire. Moi, très humblement, je vais tâcher de vous faire part de mon expérience et de mon parcours en tant que dirigeant d'une société spécialisée dans le domaine de la robotique chirurgicale. Alors, avant toute chose, permettez-moi simplement d'expliquer que l'innovation, d'une façon générale, les technologies innovantes, elles sont appelées à jouer un rôle extrêmement important dans les années à venir pour faire face, je dirais, aux challenges de la chirurgie moderne. Alors ces challenges, quels sont-ils? Ils découlent avant toute chose du fait qu'on assiste à une explosion du nombre de patients à soigner. Et ceci, c'est par exemple la conséquence heureuse de l'allongement de l'espérance de vie. Les patients sont de plus en plus exigeants pour de hauts niveaux de qualité de soins. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ça se traduit notamment par l'augmentation très importante des procès qui sont intentés à des soignants d'une façon générale. Euh, Dans la quasi-totalité des pays, on fait face à une pénurie de personnel de soins et de chirurgiens en particulier. Et enfin, il y a une tendance extrêmement forte qui est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. D'ailleurs, ce mot barbare, c'est une tendance qui vise à réduire encore et toujours la taille des incisions lorsqu'on effectue des chirurgies, jusqu'à même faire ce qu'on appelle la chirurgie percutanée. Alors, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai obtenu un diplôme d'une université française, l'INSA, et j'ai fait une partie de mes études en Angleterre également. Et c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert le secteur de la santé. Au sortir de mes études d'ingénieur, j'ai donc effectué un stage de fin d'études en collaboration avec un hôpital, le CHU, l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Il s'agissait d'effectuer en fait un logiciel d'intelligence artificielle. Et au-delà du sujet, ça a été l'occasion pour moi de découvrir le secteur de la santé, de m'immerger dans le secteur des soignants. Et je dirais que cette découverte a été une vraie révélation et a suscité une vraie vocation chez moi, mettre mes compétences d'ingénieur au service de la santé. C'est donc tout naturellement qu'au sortir de mes études, j'ai commencé à travailler dans une société qui était pionnière dans le domaine des technologies innovantes déjà pour la neurochirurgie crânienne. J'ai ensuite été amené à travailler pour différentes sociétés, souvent américaines. Et à cette occasion, j'ai rencontré des chirurgiens de renom, des chirurgiens extraordinaires, ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Et ce fut notamment le cas d'un certain professeur Maresco,
qui est un petit peu, qui fait office un petit peu de leader dans le domaine de la chirurgie robotisée, qui est connu pour avoir effectué une chirurgie transatlantique. Il était installé à New York et il a opéré grâce à un robot une patiente qui était installée dans un bloc opératoire à Strasbourg. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir toutes ces expériences et au bout d'un certain temps, je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai démissionné et j'ai décidé de lancer ma propre société. Et le premier robot sur lequel en fait on va se lancer, c'est un robot d'assistance à la chirurgie du genou. Donc c'est un robot qui assiste les chirurgiens qui effectuent donc des opérations du genou en guidant leurs gestes pour des poses de prothèses notamment. Assez rapidement, en fait, on est approché par un grand groupe américain qui s'appelle le groupe Zimmer, qui est le leader mondial de la chirurgie orthopédique et qui nous fait une offre pour racheter en fait la société. On décline l'offre et plutôt que leur vendre la société, on leur propose de leur vendre le portefeuille de brevets qui protègent ces technologies, ce qu'ils acceptent, et ce qui nous permet donc de refinancer, de financer un nouveau programme de recherche. Et c'est comme ça que notre robot ROSA va naître. Alors ROSA, c'est un robot qui est utilisé pour la chirurgie du cerveau. Il assiste les chirurgiens dans des opérations extrêmement sensibles. Un petit peu à l'image d'un GPS, il va guider leurs mains et permettre de localiser plus précisément le positionnement des instruments. ROSA permet d'effectuer des opérations extrêmement sensibles du cerveau, comme ce fut le cas il y a quelques temps de cela, lorsque, à la Fondation Rothschild à Paris, le docteur Delalande a opéré un bébé de quelques mois grâce à cette technologie. Après maintenant près de 4 ans donc de commercialisation, non pas 1000, mais 1200 patients ont déjà été opérés grâce à la technologie ROSA. Dans les hôpitaux en France, on est présent en France dans différents établissements, CHU de Grenoble, la Fondation Rothschild dont je parlais, le CHU d'Amiens, bientôt à Lille. Je connais très bien effectivement le professeur Blond à Lille. On est présent également aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Moyen-Orient. Et donc ROSA peut être utilisé pour différents types de pathologies en neurochirurgie crânienne, telles que la maladie de Parkinson. Alors j'ai entendu justement ce matin un intervenant qui parlait donc je crois que c'était un de ses soutiens, un financeur, qui était touché par la maladie de Parkinson. Alors ça tombe très bien parce que c'est ce dont je vais vous parler. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative du système nerveux central qui est responsable de troubles essentiellement moteurs. Les causes de la maladie de Parkinson ne sont pas très bien connues. Toujours est-il que c'est la deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer. Il est possible aujourd'hui de soigner très efficacement les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson grâce à une technique qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Cette technique, comme ça a été évoqué ce matin, elle consiste en fait à implanter des électrodes dans des zones très profondes du cerveau, de la taille d'un petit pois, et ces électrodes vont délivrer des impulsions à très haute fréquence qui vont inhiber les neurones et donc stopper les tremblements. Cette technique a été inventée il y a près de 20 ans maintenant de cela, en France, au CHU de Grenoble, par un très important chirurgien, un éminent professeur, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à plusieurs reprises dans ma carrière, qui s'appelle le professeur Benabid, le professeur Halim Louis Benabid, qui d'ailleurs a été à plusieurs reprises dans l'antichambre du prix Nobel de médecine. Le fonctionnement donc de cette technique est un petit peu à l'image du pacemaker pour le cœur. Le stimulateur en fait est relié aux électrodes par des fils. Et donc, je vous propose, après l'heure du déjeuner, de voir un petit film qui illustre l'utilisation de la technologie ROSA. Ne vous inquiétez pas, j'ai soigneusement sélectionné donc une vidéo qui ne soit pas trop impressionnante, mais il m'a semblé que c'était intéressant pour vraiment bien comprendre ce que ce type de technologie est en mesure d'apporter à la chirurgie. On est parti.
Maestro. Voilà. Donc la première étape va consister en fait à récupérer ce qu'on appelle des images préopératoires, scanner, IRM, en l'occurrence plutôt IRM pour ce type de chirurgie. Sur un logiciel de planification, un petit peu comme on le ferait sur un GPS, le chirurgien va planifier très précisément l'acte, c'est-à-dire la position des électrodes en fonction effectivement d'un certain nombre d'éléments anatomiques. Le robot, comme vous le voyez à l'instant même, est utilisé pour positionner très précisément ce qu'on appelle un descendeur d'électrodes. Un descendeur de 5 électrodes, parce qu'en fait, on ne connaît pas exactement la position de la zone à stimuler et qui est responsable des tremblements. Donc une partie très importante en termes de durée de cette chirurgie va consister à ce qu'on appelle faire une exploration donc d'une zone du cerveau de façon à identifier la zone responsable des tremblements. Parce que c'est une autre caractéristique de cette chirurgie, c'est que c'est une chirurgie dite à patient éveillé. Le patient est en fait éveillé tout au long de la chirurgie et donc on va en fait stimuler chacune des électrodes et regarder la réaction du patient. Donc on voit ici effectivement le stimulateur et on regarde en temps réel la façon dont le patient va réagir jusqu'à trouver très précisément la zone qui est responsable des tremblements et qu'il faut stimuler de façon continue, de façon à stopper les tremblements. C'est une chirurgie qui est, je dirais, un travail d'équipe, qui ne réunit pas uniquement le chirurgien, mais les infirmières, les neurophysiologistes, enfin c'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Et une fois que la chirurgie, une fois que l'électrode définitive a été trouvée, on la pose. Alors là, on voit justement un patient qui souffre d'une forme extrêmement sévère donc de la maladie Parkinson. Oui, il a beaucoup de mal à se mouvoir. Donc la chirurgie, comme vous venez de le voir, elle va consister en fait à lui implanter 2 électrodes très précisément dans les zones définies du cerveau, reliées donc à un stimulateur sous la peau. Et donc, on va voir ensuite ce même patient à la fin de la chirurgie. On voit donc sa main droite qui tremble, qui bien sûr, c'est une attitude tout à fait classique d'un parkinsonien. Le neurologue va venir allumer son stimulateur, ça se fait par un aimant, grâce à un aimant. Et en fait, c'est assez impressionnant, le patient va comme être allumé lui-même. On voit les tremblements qui stoppent immédiatement. Le patient qui est comme libéré et qui va commencer à se lever et à pouvoir marcher, se déplacer, comme il le faisait précédemment, complètement libéré, je dirais, de ses tremblements et tous ses problèmes moteurs. Alors, il fait même un petit pas de danse, à dire à quel point il est heureux. Voilà. Alors, en fait, la robotique chirurgicale, on en parle beaucoup, mais next slide. J'ai appuyé, j'ose pas appuyer une deuxième fois mais c'est bien le prochain slide que je voulais. Voilà, merci. On parle beaucoup de la robotique chirurgicale, mais en fait, il y a très très peu de sociétés qui sont actives dans ce domaine. Toutes spécialités chirurgicales confondues, c'est-à-dire chirurgie viscérale, chirurgie cardiaque, chirurgie du genou, chirurgie de la colonne vertébrale. Il y a moins d'une demi-douzaine de sociétés actives dans le domaine de la robotique chirurgicale. La plus connue dans le monde bien sûr. La plus connue est une société qui a été créée au milieu des années 90, qui aujourd'hui pèse 15 milliards de dollars au Nasdaq, qui réalise plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 800 millions de dollars de résultats nets. C'est donc un succès phénoménal. La quasi-totalité des autres sociétés sont donc des sociétés nord-américaines. Et donc MedTech est la seule société européenne active dans ce domaine-là. Merci. Merci infiniment. Ne descendez peut-être pas tout de suite. Donc on voit que vous avez réussi de façon tangible, là où on nous dit que Jésus a réussi, parce que c'est un peu lève-toi et marche, quoi, ton truc. C'est pratique. Alors, une première question. Travaillez-vous sur les imprimantes 3D et quel impact cela va-t-il avoir sur la chirurgie? Et après, moi, j'en ai une pour vous. Alors nous, on ne travaille pas sur les imprimantes 3D, mais effectivement, l'une des applications que je connais des imprimantes 3D en chirurgie, c'est qu'elles permettent de faire ce qu'on appelle des implants customisés, c'est-à-dire que ces technologies d'imprimantes 3D
permettent de pouvoir définir très précisément des formes d'implants qui seront définies à la forme et à la taille précise du patient. Voilà, mais en ce qui concerne Medtech, on ne travaille pas avec l'implant 3D. Alors sinon, moi je voulais vous remercier vraiment infiniment à titre personnel d'avoir attendu de venir parler à Osons la France pour rentrer en bourse. C'était vraiment une question de timing très sympa. Vous êtes rentré avant-hier. Pourquoi? Parce que vous avez vos 22 salariés et donc souvent on en parlait au déjeuner. Vous, c'est vraiment rentrer en bourse pour essaimer et pour pouvoir. Est-ce que vous rêvez de titiller ces concurrentes américaines ou pas? Alors, clairement, on a bien sûr des ambitions qui sont extrêmement importantes. On a de la chance d'être un peu pionnier, à rester les quelques sociétés pionnières dans ce marché qui aujourd'hui représente 4 milliards de dollars et qui représentera une vingtaine de milliards de dollars à horizon 2019. Pourquoi l'introduction en bourse? Premièrement, parce qu'on a un métier qui est extrêmement capitalistique. Capitalistique parce qu'on a besoin d'investir très fortement, d'abord en R&D, bien évidemment, on le comprend aisément. Et ensuite, même pour la commercialisation, on a des cycles de vente qui sont extrêmement longs. C'est des cycles de 15 à 18 mois, parce que ce sont des biens d'équipement que l'on vend, qu'on achète une fois par an. Et donc, c'est un cycle de vente qui est long. Et donc, il faut aussi investir très fortement en commercialisation. Donc, tout ça, ça requiert des moyens. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est, comme je le disais précédemment, toutes les sociétés qui sont en face de nous, dans le domaine de la robotique chirurgicale, sont des sociétés cotées. Elles sont toutes cotées au Nasdaq. Et donc nous, on était la dernière société qui était non seulement européenne, mais en plus non cotée. Et donc on a remédié au moins à la deuxième chose. Pour la première, ça, on va rester en l'état. Juste un petit mot, avant de directionner, parce que je sais que Aude, elle aime bien comprendre l'origine des noms. Le robot s'appelle Rosa, c'est pour Rosa Parks qui a refusé de se lever dans un bus, ou c'est pour Rosa Luxembourg? C'est magnifique, mais je suis désolé, c'est beaucoup moins romantique en fait. Ça veut dire Robotized Tactic Assistant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Il n'est pas poète, mais il a un énorme cerveau. Merci beaucoup, Bertin Naoum.